Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Nouvelle semaine sur Radio Gina. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Ce numéro va s'intéresser aux jeunes filles. Vous le savez, nous parlons ces derniers jours beaucoup de la jeune fille, de son lendemain, de son avenir. Elle peut saisir plusieurs opportunités si vous lui permettez. Bien sûr, nous gardons espoir que la femme va porter notre société et qu'elle fera réussir mieux que ce que nous faisons à ce jour. Bienvenue dans la balade matinale. Et oui, tant qu'on vit, l'espoir est permis à l'instant Maniac Team pour vous installer confortablement dans la balade matinale et encore mieux vous offrir une belle recette pour démarrer cette nouvelle semaine qui, je le souhaite pour nous tous, très radieuse et remplie de belles opportunités. Alors, ma tasse aujourd'hui vous propose un gâteau de coton au lait concentré sans farine de blé. Voilà qui est encore mieux pour ceux-là qui ne souhaitent pas prendre du poids. Alors, cette recette unique, vous allez voir d'abord la texture moelleuse et la légèreté sans nécessité de farine de blé va assurer le quotidien et de vos enfants et de vous-même parce que ça remplace facilement le pain à la maison et c'est très facile à réaliser. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin. 4 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs, une boîte de lait concentré, 2 tasses de fécule de maïs. Et nous passons à la préparation. En première position, montez les blancs d'œufs en neige ferme à l'aide d'un batteur. Vous pouvez y aller à la main, sauf que vous aurez, je sais pas moi, des crampes ou je ne sais quoi d'autre en montant ça avec les mains. Voilà, vous permettez à ce que ces blancs d'œufs doublent de volume et ensuite vous réservez. Dans le même bol, fouettez les jaunes d'œufs avec le lait concentré et la fécule de maïs jusqu'à obtenir une crème homogène et légère. Ensuite, vous incorporez délicatement les blancs en neige à la préparation en mélangeant de bas en haut avec une spatule pour préserver l'air dans la pâte. Vous versez ensuite la pâte dans un moule graissé au beurre et ensuite saupoudré de fécule de maïs et vous faites cuire au four. Le four doit être préchauffé avant de l'enfourner. Et voilà, vous aurez votre recette de gâteau de coton au lait. Vous verrez qu'avec ça, vous n'aurez plus besoin d'acheter tout le temps du pain, mais vous avez votre pain fait maison, accompagné avec du chocolat chaud, du jus, du beurre, de la confiture, tout ce que vous voulez et ça fera forcément du bien à votre estomac et c'est bon également pour démarrer une si belle semaine. Alors, nous sommes toujours dans la balade matinale et comme je le disais tantôt, des doses positives pour démarrer cette semaine que je nous souhaite remplie de douceur, de rire et de moments de joie. Nous allons parler de leadership féminin, levier, le sport levier de leadership féminin, c'est le sujet de la balade matinale. Pour en parler, nous sommes avec les membres de l'association Gila, la chargée de communication est bien présente ici en studio. Méchac Niaro, bonjour. Bonjour Joanita. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, comment s'est passé le week-end? Le week-end s'est très bien passé, surtout qu'il y a eu la finale de la Coupe Gina. C'était bien. Le samedi, c'était un bon moment. En tout cas, c'était bien. Il y a une organisation de l'association Gila qui œuvre pour l'épanouissement de la jeune fille, n'est-ce pas? En effet. Alors, parle-nous un tout petit peu de l'association Gila d'abord. Oui, l'association Gila, comme tu l'as dit, est une
organisation qui met en avant le bien-être des filles, Oui. pas que des filles, des jeunes de manière générale, des personnes âgées, et comme je le disais, des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes âgées. Et il faut reconnaître que sur certaines de nos activités, nous mettons en avant un peu plus les femmes et les jeunes filles, car nous avons conscience aujourd'hui que nous ne pouvons pas parler de développement durable sans intégrer cette seconde partie, cette moitié de la population, même plus de la moitié de la population que représentent les femmes. Donc, nous menons des actions en faveur des femmes. Déjà que les hommes ont beaucoup fait jusqu'ici, il faut quand même que les femmes prennent le relais aussi pour savoir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On le dit comme ça. Mais toujours de manière complémentaire, en collaboration avec les hommes. Oui. Oui. Donc, le combat va être mené. Alors, quels sont les grands axes, quels sont les objectifs de l'association Djila dans les années, les mois à venir? Oui, alors il faut dire, comme je le disais tantôt, l'association de manière générale, nous sommes tournés vers les jeunes, filles comme garçons, ainsi que les femmes. Donc, les objectifs sont tournés vers les actualités ou je dirais les préoccupations, les réalités qui concernent aussi bien cette catégorie que nous avons identifiée. Donc, par exemple, au niveau des jeunes, c'est de pouvoir les renforcer, faire des actions de renforcement de capacité afin de les outiller, de leur donner l'autonomie dont ils ont besoin, de renforcer leurs connaissances sur des sujets qui ont trait à l'entrepreneuriat, qui ont trait à leur développement personnel, afin de faire des personnes établies qui savent ce qu'elles veulent. Et en ce qui concerne les femmes, les actions aussi, c'est des actions qui sont tournées vers le leadership, l'émancipation de la femme. Donc nos actions sont tournées vers... je ne vais pas dire les attentes, mais les réalités, les besoins de chaque catégorie de notre cible. D'accord. Ce week-end, vous êtes intéressé au sport, le sport comme levier de leadership féminin de la jeune fille. Oui. Alors, le sport aujourd'hui, est-ce que ça peut réellement permettre à la jeune fille de s'imposer dans la société où nous sommes? Oui, avant même de parler de la jeune fille, je suis sûre que vous avez déjà entendu l'expression le football ou le sport est l'opium du peuple. C'est-à-dire que le sport, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Les gens, il y a assez d'engouement quand il y a match, football. Vous allez remarquer quand il y a une compétition, même les tournois dans le quartier, les gens n'hésitent pas à venir, à se rassembler. Qu'on ait connaissance des équipes, des clubs qui jouent pas, il y a de l'engouement pour la chose. Bien sûr. Et on constate aujourd'hui avec la libération de la parole, le fait qu'on donne la possibilité aux filles de s'exprimer et de rêver dans tout type de catégorie, de rêver de ce qu'elles veulent. On se rend compte que les femmes aujourd'hui s'intéressent au football. Donc oui, ça peut être un levier dans le sens où aujourd'hui, quand on parle de football, de sport, ça rassemble non seulement les gens, mais aussi il y a des tournois qui sont organisés qui favorisent la paix. Lorsqu'il y a des conflits, même à deux, quand des personnes ne s'entendent pas, il suffit de suivre un match de football ou un match de basket avec... ça décante beaucoup de choses. Et en dehors de cela aussi, les jeunes filles aujourd'hui rêvent, ont de la passion pour le sport, pas seulement le football. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en œuvre, l'organisation, tout ce qui est fait, on se rend compte que le sport est un milieu, je vais dire comme ça, rentable, où on peut gagner. On va dire que c'est un vecteur de sensibilisation, de mobilisation des jeunes filles. Non seulement de mobilisation de jeunes filles, mais ça permet aussi de mobiliser ou de gagner certaines ressources. Donc oui, le sport de manière générale, quand on englobe tous les avantages que cela regorge, ça peut être un levier de leadership pour les filles. Les filles arrivent à s'exprimer. L'expression n'est pas seulement orale, on peut s'exprimer à travers son talent, on peut s'exprimer à travers une discipline. Et les filles, il y a des filles qui sont nées avec, qui ont des compétences, des atouts en matière de sport et qui s'expriment, qui jouent, mais quand vous les voyez jouer, il y a le cœur dedans, elles s'y mettent à fond et ça impressionne, surtout quand on sont des jeunes filles, ça impressionne, ça attire l'attention des jeunes. On se dit, mais celle-là, elle peut faire ça? Elle peut faire ça. Voilà. Vous voyez, et ce qui fait que ça emmène encore plus de monde parce qu'on est habitué à voir les hommes jouer. Donc quand on voit
Mais peut-être que la question sera posée. La dernière fois, on était sur le terrain, mais il y avait des personnes qui regardaient, des personnes qui nous posaient des questions. Ah, des gens même étaient surpris de voir les filles jouer. Donc, le sport, ça rassemble les gens et puis ça peut être un moteur de leadership pour les femmes. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau de la balade matinale par la présidente de l'association, Gila Edwige Gigoli Apedo. Bonjour d'abord. Bonjour Joanita. Alors, comment ça va? Bonjour Joanita, oui, ça va. Alors, tout de suite, on t'attaque. Le sport permet-il aujourd'hui de développer des compétences utiles au leadership féminin, on va dire? Oui, je pense que le sport d'abord, c'est un domaine qui vous permet de vous découvrir en tant que femme ou bien en tant qu'athlète ou en tant qu'une personne qui s'intéresse à ce domaine. Et donc, quand on rentre dans le sport, ça développe la résilience, la confiance en soi, la connaissance de sa propre personne, le dépassement de soi. Et donc, quand on prend tous ces éléments que je viens de citer, c'est des éléments qui rentrent dans le leadership et notamment dans le leadership féminin. Aujourd'hui, on dit que la jeune fille doit avoir confiance en elle pour être leader, pour être, comment on dit, acteur ou bien actrice de développement. Et donc, pour avoir confiance en soi, quand vous entrez dans le sport, c'est que vous avez déjà ça. Vous même si vous n'en aviez pas, vous gagnez. Vous l'acquérez. Vous gagnez en confiance. Voilà. Et vous gagnez également en résilience. Pourquoi je dis résilience? Parce qu'il y a des situations qui arrivent, il y a des échecs, il y a des victoires. Comment on tient lorsque, par exemple, on est dans une discipline ou on est dans une équipe qui a enchaîné des codes performance. Il faut être résiliente pour pouvoir surmonter ces échecs et revenir. Il y a des blessures qui arrivent dans le sport. Il y a des blessures après peut-être des mois d'inactivité pour cause de blessures. Quel est le travail que vous faites avant de revenir? Tout ça permet à ce que la jeune fille ou bien la personne qui s'intéresse au sport développe cette résilience-là. Ouais. Maintenant, j'ai parlé également du fait qu'au-delà de la confiance en soi, on cherche également à être performant. Pour chercher à être performant, il faut connaître l'autre, il faut étudier. Donc, tout ça contribue au leadership. Moi, je prends juste le simple fait que quand on joue, par exemple, au football, on est amené à tomber, à se blesser véritablement sur le terrain. Ouais. Mais la jeune fille qui ne joue pas au football ou encore ne pratique pas de sport, lorsqu'elle va tomber peut-être quelque part, elle se dira « Oh là là, c'est fini pour moi. Voilà, avec cette blessure, qu'est-ce que je vais devenir ?» Mais quand on est habitué, par exemple, à tomber, à se relever, à avoir des blessures et à savoir que ces blessures ne nous empêchent pas d'évoluer, je pense qu'on se crée une carapace comme ça. Bien évidemment, parce que j'ai eu la chance de recevoir sur ce plateau une joueuse de l'AS OTL. Elle évolue dans le championnat de première division. De première division, c'est le championnat féminin. Je vais parler de Abdou Rachida. Elle est actuellement la meilleure buteuse de la zone sud. Mais quand on prend sur le plan national, elle est la troisième meilleure buteuse. Elle a connu des difficultés, elle est passée par des blessures. Elle a eu une blessure où elle est passée par la table de l'opération, où à un moment donné, nous-mêmes, on ne pensait pas qu'elle devait revenir sur le terrain. Elle-même, à un moment donné, elle voulait abandonner. Et puis l'entourage aussi l'a mené, bon, toi, laisse tomber, faire autre chose. Mais elle a tenu, elle dit cette passion-là. Parfois, quand elle est là, elle se dit, je vais abandonner le foot. Comment je fais? Elle a travaillé sur elle, au-delà de ce qui était autour d'elle. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail mental même. Aujourd'hui, elle est revenue, elle est meilleure buteuse de la zone sud. Elle est troisième meilleure buteuse du championnat national. Quand on prend du championnat féminin d'une manière générale. Donc, ça veut dire que les blessures, vous comment on dit? Vous en aurez. Vous en aurez et les blessures vous permettent de grandir. Mais si une jeune fille qui, par exemple, n'est pas dans le sport, comme tu l'as dit, trébuche tout de suite, ou bien a un petit accident, elle dira j'abandonne, je ne fais plus rien. Alors que dans le sport, vous regardez les autres jouer, vous aimez le foot, vous aimez le hand, vous aimez le volleyball, ce n'est pas la blessure qui va vous arrêter. Dans la blessure, vous surmontez cette blessure-là pour être meilleur. Alors, Méchac, tout à l'heure, la présidente a évoqué l'aspect entourage, c'est-à-dire la famille qui n'encourage pas forcément les jeunes filles dans la pratique du sport, alors que ce sport ouvre véritablement des portes aujourd'hui. Oui, avant de répondre à ta question, je me permets de revenir sur certains éléments concernant la précédente question, le sport comme levier de leadership. Il faut dire que lorsqu'on est emmené à pratiquer une discipline, on est en même temps appelé à travailler en équipe.
qui parle de leadership. Le leadership, on ne quitte pas la maison pour devenir leader. Et même un leader, c'est la personne qui est censée conduire un groupe, l'emmener à atteindre un objectif. Donc, le fait de travailler en équipe avec des profils différents, des personnalités différentes, ça nous emmène aussi à travailler notre propre personnalité, savoir qui on est, savoir comment gérer les autres, comment les encadrer. Et aussi, qui parle de sport parle naturellement de fair play. C'est pas évident, tu as parlé d'enchaîner les échecs, être emmené à rencontrer dans les vestiaires les adversaires. Ça t'apprend aussi à accepter l'échec d'une certaine manière, à considérer les autres et à faire plus d'efforts. Et quand on parle de sport pratiqué en tant que discipline, on fait référence naturellement au sacrifice. Parce qu'il faut se réveiller tôt, il faut avoir un certain régime, une hygiène de vie. Il faut adopter par moment un régime alimentaire, prendre soin de soi. Et quand on pratique régulièrement le sport, ça renforce également la santé, l'immunité est renforcée. Et ça permet de ne pas vite tomber malade. De préserver même certaines maladies. Préserver certaines maladies. On ne peut pas être un leader qui n'est pas en bonne santé. Donc, je ne vais pas dire que ce sont des vertus, mais ce sont des avantages de la pratique du sport. Et revenant à la question, oui, beaucoup de parents ne motivent pas forcément leur enfant à rentrer dans ce domaine en ce qui concerne les filles. Parce qu'il faut dire que le sport en lui-même, quand on prend le cas particulier du football, c'est seulement depuis quelques années qu'on considère ça comme un travail, comme une profession au vu de ce que les gens arrivent à réaliser, des avantages pécuniaires que les gens arrivent à en tirer. Et pendant longtemps, on a remarqué c'était seulement les hommes qui pratiquaient. Presque toutes les disciplines, c'était les hommes qui étaient un peu mis en avant. Et encore, ces hommes ne réussissaient pas forcément. Forcément. Donc, ce qui fait que les parents se disent, c'est un domaine c'est un domaine pour les hommes. Ce n'est pas un domaine pour les filles. Je ne veux pas... C'est comme si je laissais ma fille dans la jungle, en pâture. Je ne sais pas qui est là-bas et tout. Qu'est-ce qui peut arriver à ma fille? C'est pas évident que ma fille puisse en sortir. On préfère investir de l'argent dans les études. L'enfant va avoir son bac, sa licence, son master. On va lui trouver un travail ou bien et la jeune fille va se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais le sport, on se dit, c'est entre griffes un métier à chance. Ça peut marcher pour toi comme ne pas marcher. Et l'autre chose, c'est lié aux stéréotypes. Parce qu'on se dit, quand tu vas commencer par faire le sport, tu vas perdre ta féminité, les parents ont envie que tu fondes un foyer, une famille. C'est pas évident que tu puisses plaire ou attirer le sexe opposé. Donc tu as trop de muscles. Tu commences par avoir des muscles ou même peut-être, je ne sais pas, mais la pratique du sport ou bien vont faire que tu vas laisser certains... ta féminité, tu vas la perdre, tu vas plus vouloir te maquiller ou bien tu vas commencer par développer une apparence plus ou moins masculine. Ah mais c'est faux, hein. Voilà, ce sont des préjugés ou bien des clichés qui concernent les femmes qui jouent. Donc, de manière, en résumé, je pourrais dire que ce sont les raisons pour lesquelles les parents ne motivent pas forcément les filles à se lancer dans le domaine du sport. Je voulais peut-être ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a ces préjugés, c'est en fait nos communautés. Parce qu'on a, dans nos communautés, c'est ancré, on dit la femme, elle a un profil type où soit c'est le mariage après et c'est la cuisine, faire des enfants, s'occuper de sa famille, voir la femme porter, chausser des crampons, aller sur un terrain, une pelouse, dire qu'elle est en train de jouer au foot. Il y a dans certaines communautés où même le corps ne doit pas être visible, des parties du corps ne doivent pas être visibles. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que dans les instances internationales par rapport au sport, il y a eu cette tolérance là à la jeune femme ou de porter même des bas qui arrivent jusqu'au pied, même au niveau des cuisses, avant de porter sa tenue. Il y a le voile même qui est autorisé dans les instances sportives. C'est pour permettre à la jeune fille de pratiquer et dire aux parents ou dire aux communautés que quel que soit ce que vous êtes en train de dire, elle peut protéger son corps, pratiquer le sport et devenir meilleure. Maintenant, au-delà de ça, oui, le sport à un moment donné, les parents, en plus, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas que c'est porteur d'emploi ou bien c'est porteur ou c'est développeur. C'est qu'ils ne savaient, pour eux, la fille n'a pas accès au sport, point. Quand ils ont des enfants, c'est le garçon plus. Vous allez voir que même pour offrir des cadeaux, on offre des ballons,
aux garçons. Et on achète autre. Parfois, même pas, s'il n'y a même pas les moyens, on n'achète pas de poupée. Hein. C'est juste une robe. C'est juste une robe. Si on n'a pas les moyens pour la poupée, c'est une robe. Donc, le papa revient. Tu vas dans les cadeaux. Il y a les ballons pour les garçons et la robe pour la fille. Oh là là. Ce qui veut dire que pour lui, c'est le garçon. C'est déjà stéréotypé à la base. Stéréotypé. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des figures, il y a des femmes qui ont réussi dans le sport. Il y a des femmes qui sont devenues des figures dans le sport. Et donc, ce sont ces femmes-là qu'il faut mettre en avant. Ce sont ces femmes, c'est quand on va sur les terrains, c'est avec ces modèles qu'il faut parler aux parents. Dire, par exemple, quand tu prends en Amérique, Serena Williams, aujourd'hui, c'est une star mondiale, même si elle ne joue plus au tennis. Tu vas loin. Elle n'est plus. Oui, je vais citer tout à l'heure. Donc, quand tu prends Marie-Josée Talou, quand on prend l'athlétisme, Marie-Josée Talou, aujourd'hui, elle est mariée. Quand vous la voyez sur la piste, surtout les athlètes de sprint, ben attends, elles sont maquillées, elles sont maquillées et puis elles ont du vernis, même dans les cheveux, quand vous voyez, elles sont meilleures que les Miss aujourd'hui. Avant de courir. Donc, ce n'est pas une raison pour dire ma fille ne doit pas aller vers le sport. Et quand tu prends, par exemple, au plan national, comme tu le disais, au football, on a aujourd'hui des joueuses qui sont parties à l'international, à l'instar de Wedi Koumafi. Il y a Nintekuma Odette, il y a plusieurs joueuses qui sont parties, mais qui ont évolué ici et qui sont parties. Et donc, je pense que ce sont ces noms qu'on doit ramener à tout moment, mais parmi les personnalités. Au Togo, on parle de Nathalie Noamechi. Elle a joué au volleyball. Elle a été arbitre international. Elle a été femme sport au niveau du CIO. Elle a eu un trophée. Aujourd'hui, elle est au niveau de la Confégès. C'est des idoles ou bien des modèles qu'on doit ramener à tout moment lorsqu'on parle aux parents et même aux jeunes filles pour qu'elles se retrouvent en ces personnes-là et se disent et donc, si je m'intéresse au sport, ce n'est pas seulement pratiquer le sport, on peut devenir une autre personne dans le sport. Bien sûr. Voilà. Alors, aujourd'hui, le sport, c'est un levier de leadership, là, c'est indéniable. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on va dire que le sport peut renforcer la place de la femme à des postes de responsabilité ou encore à des postes de direction? Oui, le sport peut renforcer la place de la femme, même si aujourd'hui on peine à retrouver les femmes à des postes de responsabilité. Dans le domaine du sport, c'est comme dans les autres domaines. Mais il faut amener les femmes aussi à préparer l'après-carrière. C'est-à-dire les filles qui s'intéressent au sport, se dire que quand je finis par exemple le sport, je veux être ceci, reconvertir dans tel domaine, ce qui fait qu'on aura plusieurs femmes qui seront au niveau des instances de décision. J'ai parlé de Nathalie Noamechi, elle a été arbitre. Aujourd'hui, après, elle ne siffle plus d'ailleurs, mais après l'arbitrage, on a vu, elle était au niveau de la fédération. Exécutif de la fédération. Oui, elle était au niveau de la fédération togolaise de volleyball. Après le volley, elle était au niveau du comité national olympique du Togo. C'est d'ailleurs par rapport à ses actions sur le terrain qu'elle a été primée par le comité international. Aujourd'hui, on est au niveau de la Confégès. Maintenant, quand on prend, par exemple, l'entraîneur des éperviers dames, Tometi Kai, elle aussi, elle a joué au foot. Elle est devenue entraîneur. Elle m'a même entraînée dans la région centrale. Mais elle est devenue sélectionneur des éperviers dames. Mais au-delà, elle est encadreur. Elle est formatrice. Il y a des arbitres aussi. Donc, il y a des joueuses, des anciennes joueuses qui sont devenues des cadres. Et aujourd'hui, au niveau des instances, il faut que ce travail se fasse pour dire à la fille, si vous n'avez pas de la place en politique, il faut savoir que vous aurez la place en sport. Si vous n'avez pas de la place en économie, dans le sport, vous aurez de la place. Ça veut dire que si vous travaillez énormément, je ne vois pas pourquoi vous ne serez pas dans le sport. Aujourd'hui, d'ailleurs, on exige 33% de femmes dans les grandes instances dirigeantes. Alors, Méchac, est-ce que tu penses que les compétences acquises dans le sport aujourd'hui peuvent être reconnues pour la femme dans le monde professionnel? Oui, j'avais tantôt parlé du travail en équipe. Quand on est emmené à pratiquer une discipline sportive, et c'est quelque chose forcément qu'on sera emmené à faire dans la vie professionnelle, quel que soit le domaine qu'on choisit. Au fait, le sport permet de développer certains soft skills qui parlent de pratique, de discipline,
parle en même temps de discipline, de résilience, de respect de délai, d'engagement, de respect de prise de responsabilité. C'est tout un élément. D'endurance aussi, on va dire. D'endurance aussi bien mentale que physique. Ouais. Et toute personne qui est emmenée à travailler et qui veut réussir a besoin de ces éléments. On a besoin d'être endurant, d'être une personne résiliente. Parce que si on va compétir, qu'on échoue, qu'on ne réussit pas, ou que par moment les performances ne sont pas au bon fixe. Et qu'en ayant pratiqué le sport, on a appris à se découvrir, à savoir en quel moment notre humeur agit sur nous, en quel moment les éléments extérieurs à notre personne ont du contrôle sur nous, agissent sur nous. Très facilement, on apprend la maîtrise de soi. On apprend à connaître sa personnalité, à se gérer, et avec la question de fair play dont je parlais, on apprend à se canaliser, à accepter de voir les autres réussir. Parce que ce n'est pas forcément des choses, des qualités qu'on rencontre dans le monde professionnel. Mais quand tu pratiques le sport, tu es emmené à développer le fair play. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé, surtout si tu le fais pendant de longues années. Donc ça te prépare à accepter la réussite des autres, à ne pas voir la réussite des autres comme ton échec. Mais ça te permet également de travailler sur tes manquements et tes faiblesses. Oui, je réponds à la question. Ce sont des compétences qu'on peut tirer au service professionnel. Au service, oui. Aujourd'hui, il y a des gens, je me permets de... Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent en dehors du sport d'autres activités et on a l'impression que c'est juste une passion, je fais ça parce que j'aime et tout, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de pratiquer comme passion, on en tire des leçons, on apprend des choses à travers cela. Donc oui, au niveau du sport, on peut venir juste parce qu'on a envie de s'amuser, mais il faut savoir que le fait d'être encadré, le fait d'avoir un formateur, un entraîneur, le fait de venir régulièrement ou à des périodes ponctuelles, c'est une sorte de formation, c'est une école. Et il faut être concentré pour pouvoir savoir que ce qu'on est en train d'apprendre, on est en train de tirer des choses. Et peut-être c'est également l'occasion d'attirer l'attention sur les formateurs. Certainement, ils le disent, mais de dire que ce que vous venez faire, même si ce sont les samedis après-midi, que vous venez entre griffes vous amuser avec le ballon, vous êtes en train d'apprendre des choses. Alors, avec tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce qui freine encore la jeune fille aujourd'hui, culturellement parlant, on va dire, l'accès donc à ce leadership féminin? Qu'est-ce qui freine encore l'accès à ce leadership féminin au niveau de la jeune fille? Au niveau du sport? Oui. Au niveau du sport, je pense que aujourd'hui, il y a quand même assez d'actions, des sensibilisations, des déconstructions mentales dans la logique de dire aux femmes, vous avez la possibilité de tout faire, mais il y en a qui sont encore un peu renfermées, qui ont peur. Il y a des filles encore qui ont peur, qui se demandent si elles seront à la hauteur. Parce que vous savez, l'un des plus grands freins de la femme... Peur de quoi exactement? Oui, peur du fait de se retrouver dans un monde, comment dire ça? Qu'elle ne cerne pas forcément. Qu'elle ne cerne pas forcément. Quand vous prenez par exemple le domaine du maquillage, des tresses, des habits, on est habitué... c'est pour les femmes. Non seulement c'est pour les femmes, mais tu vis dans une communauté où tu as l'habitude de voir les femmes comme toi le faire. D'accord. Tu vois, quand je parle par exemple, le match dernier, il y avait des personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit, ah bon, il y a des filles qui jouent au Togo. Je dis, oui, il y a des clubs qui existent. Au fait, il y a des filles qui n'ont même pas l'information, qui ne savent pas. Et il faut aussi pouvoir s'intéresser. Et maintenant, l'autre chose aussi dont on a parlé au cours de l'émission, c'est la restriction au niveau des parents. Les parents, vraiment, ils sont très investis en ce qui concerne les études, mais ce qui concerne les activités extrascolaires, que ce soit les clubs, les associations ou bien le foot, c'est pas vraiment évident. Donc, les parents peuvent dire, oui, je veux que tu ailles, mais il faut un accompagnement. Oui. Il faut accepter que l'enfant sorte. Quand l'enfant va venir se blesser, se tordre la cheville, qu'on l'accompagne à l'hôpital, qu'on l'accompagne. Si après une blessure, on te dit, je veux plus te retrouver en train de jouer, le ballon c'est fini pour toi. Ou si par exemple les parents ne sont pas totalement d'accord et qu'on vient raconter des histoires comme quoi ta fille traîne avec des garçons, la voix, ta fille va devenir autre chose, pourquoi elle se trouve dans ce milieu. C'est des choses qui vont freiner les parents. Que les parents puissent comprendre ça, en fait. Ils ne vont pas comprendre et par la même occasion, ils ne vont pas, la fille ne va pas continuer. Et puis, il faut dire que maintenant, le travail est fait, les parents sont en train de comprendre. Mais sur certaines disciplines, les gens ont encore du mal à voir les filles entrer dans le domaine. Si par exemple, on prend certaines disciplines, l'athlétisme, handball et tout, les esprits sont un peu ouverts, on voit les femmes le faire. Mais si on prend d'autres disciplines, peut-être la boxe, le karaté et tout, c'est vrai que les femmes sont en train de venir, mais
les parents sont toujours un peu réfractaires ouais. par rapport à ça. Alors, comment l'association Djila compte agir sur ces freins aujourd'hui pour permettre à plus de jeunes filles d'accéder quand même au monde sportif et de développer ce qu'elles ont en elles? Ouais, pour venir à ta question, je voulais ajouter que quand on prend aujourd'hui les freins, il y a aussi le manque de financement, les problèmes d'infrastructure. Parce que quand on parle d'infrastructure, la jeune fille, il y a les menstruations, il y a l'hygiène menstruelle. Il y a la jeune fille, quand elle finit le sport, il faut avoir des infrastructures qui vous permettent de vous nettoyer, de vous changer et de venir. Donc, une fille qui, par exemple, sait que dans sa communauté, elle n'a pas un terrain adapté ou bien une infrastructure adaptée pour pouvoir pratiquer le sport qu'elle aime, elle n'ira pas. Oui. Parce qu'elle va se demander, je me change où? Est-ce que je dois me changer devant les gens? Ce n'est pas possible. Ouais. Par exemple, la dernière fois qu'on a organisé le tournoi de foot, moi, j'étais peinée de voir les filles se changer dans la voiture. Sur le terrain. Ah, dans la voiture? Dans les voitures. Moi-même, j'ai eu à me changer dans la voiture. Ça veut dire qu'il revient au gouverneur de construire des infrastructures, adapter ces infrastructures-là à tous les sexes pour permettre à ce que la pratique soit beaucoup plus facile. Au-delà de cela, on a parlé des inégalités en matière de la gente féminine où on se dit la fille n'a pas le droit d'aller vers le sport ou vers telle discipline et autres. Et il y a la question des mariages forcés, la question des violences basées sur le genre qui revient dans le sport. Oui. Parce qu'une jeune fille qui, peut-être un entraîneur ou un club, détecte la jeune fille qui se dit « Ah, telle jeune fille, elle a du talent. On récupère la jeune fille, il y a une formation qui se fait. Quelques mois après, les parents récupèrent la jeune fille et direction mariage. Oh. Oui, c'est ce qui se passe. Donc, le sport aussi vit ces fléaux-là, ces fléaux sociaux, ce qui fait que la fille n'arrive pas à être épanouie. Mais il y a l'autre aspect aussi de la chose. Un encadreur qui drague, par exemple, une jeune fille. Ce n'est même pas draguer. Draguer, vous êtes libre d'accepter ou refuser. Ici, il y a des violences. Carrément. Il y a des violences. Quand je ramène la question des VBG, il y a les violences basées sur le genre qui reviennent. Il y a des encadreurs qui harcèlent des jeunes filles. Il y a des encadreurs qui ont des comportements qui ne sont pas adaptés. Ce qui font que parfois, si les parents entendent ce genre de choses, quand tu dis je veux pratiquer telle discipline, tu vas le faire quoi? Pour que demain, tu me ramènes une grossesse issue d'un viol ou d'un harcèlement. En plus des scandales qu'on écoute à la radio et puis qu'on voit à la télé. Tous ces éléments qui freinent les parents. Mais moi, je dirais aux parents, lorsque vous décidez que votre fille doit pratiquer telle discipline, c'est un accompagnement, c'est un travail. Je donne toujours l'exemple des sœurs Serena Williams. Leurs parents, le papa a décidé d'en faire des championnes. Oui. Et il a travaillé du début jusqu'à la fin, ils sont devenus réellement des championnes. Et aujourd'hui, quand on parle de tennis version femme, on sait ce qui se passe. On donne toujours ce nom-là. Et donc, nous aussi, à notre niveau, si vous avez une fille, vous devez avoir un projet pour la fille. Comme pour le garçon. Les parents ont toujours des projets pour les garçons. Mais pas pour les filles. On n'a jamais de projet pour la fille. C'est surtout le mariage, faire des enfants. À un moment donné, on dit, bon, c'est bon comme ça. Tu dois trouver un homme. C'est le projet. Je pense qu'il faut déjà changer ces mentalités. Il faut changer ces mentalités. Donc, si on a des projets pour nos filles, on sait que ma fille, elle a commencé, arriver à telle étape, elle doit arriver à tel niveau par rapport au volleyball ou au handball. Elle doit arriver à tel level par rapport au taekwondo. Elle doit arriver à tel... C'est-à-dire que c'est un projet bien ficelé qui est là. Et au fur et à mesure que la fille grandit, on remodèle un peu ce projet en disant on met les moyens surtout. On met le moyen et vous récoltez après. Donc, si on ne fait pas ce travail-là, on en a toujours des problèmes avec le sport féminin. Et l'autre chose, c'est là, le manque de femmes à des postes de responsabilité où, quand on prend une telle fédération, on se dit, il y a combien de femmes dans la fédération? La fille se retrouve en quelle femme? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est qu'elle il y a un problème. Donc, il faut aussi avoir ces femmes-là au niveau des postes de responsabilité, au niveau des clubs, des centres, des fédérations et même des comités olympiques pour permettre à la fille de se retrouver en cette personne et à se dire, mais si je finis, je peux devenir ceci. Maintenant, au niveau de l'association, le travail que nous faisons, c'est de sensibiliser et d'amener les fléaux sociaux qu'on se dit, on fait des sensibilisations aux femmes, aux jeunes filles, vers le sport, notamment l'hygiène menstruelle, notamment la lutte contre les violences basées sur le genre. J'ai parlé des mariages précoces et tout, du harcèlement et tout. Donc, ce sont ces questions-là que nous abordons avec les jeunes filles des centres, des fédérations, pour pouvoir permettre
aux différents acteurs de comprendre réellement qu'il y a un problème qui est là. Et si on veut l'épanouissement de la jeune fille, il faut travailler sur ces problèmes sociaux. Et donc, là, on avait eu une campagne, Mon cycle, ma performance, c'était pour dire à la fille, en étant en menstruation, tu peux être performante. Si tu connais ton cycle menstruel, tu peux surfer sur ton cycle menstruel pour devenir meilleure. C'est un autre problème aussi, parce que souvent, les jeunes filles, dès qu'elles sont en menstru, elles prennent... c'est un repos, on prend à l'école ou je ne sais quoi. Repos médical. Un repos médical pour éviter, par exemple, de faire des activités sportives, alors que c'est possible aujourd'hui. Elle dispense. Voilà, elle est dispensée. Et donc, l'idée de la campagne, c'était de sensibiliser, de déconstruire. Et quand on était vers la fédération, c'est là où il y a des acteurs qui nous disent, ah bon? Et donc, on peut faire ceci, parce que souvent, on a posé la question aux filles, combien de filles disent aux entraîneurs, lorsqu'elles sont en menstru, que coach, je suis en menstru, je ne peux pas, j'ai des douleurs. Elles ont dit, moi. Comment est-ce qu'on va dire ça? Comment je vais dire ça? Voilà. Alors que, quand le staff connaît en fait le cycle menstruel de différentes joueuses, ils surfent sur ce cycle pour avoir de bons résultats. Ah oui? Je m'explique. Quand tu prends le cycle de la femme, il y a la période où on n'est pas vraiment en forme. Il y a la période où notre énergie là, est multipliée par 2. La période d'ovulation. Vous avez déjà constaté ça. Et donc, si un entraîneur connaît le cycle menstruel de ses joueuses, il doit avoir un tableau. C'est le travail c'est la sensibilisation qu'on a eu à faire avec les fédérations touchées. Avoir un tableau de toutes les joueuses et savoir qui est performant. Voilà. Edwige a ses menstrues, aujourd'hui c'est le 13 octobre. Elle a ses menstrues le 13. On a match le 22. Ça veut dire Est-ce que le 22, Edwige est en forme par rapport à son cycle menstruel? D'accord. Si le 22, elle aura ses menstrues, ça veut dire que le 22, si Edwige normalement est meilleure attaquante, je mets Edwige en deuxième partie. Elle ne peut pas jouer 90 minutes si c'est le football. Wow. Si c'est par exemple l'athlétisme, c'est tout un travail. Hein? Si c'est l'athlétisme, par exemple, on sait à quel moment la sprinteuse ou la sauteuse, elle est en forme et à quel moment elle n'est pas en forme, par rapport au cycle également. Mais sa compétition coïncide avec sa menstruation. Ça, par exemple, c'est au coach de le faire ou il faut une personne externe? En fait, c'est tout le stage. Il faut qu'ils aient l'information. Voilà pourquoi on a apporté cette information. Ils étaient étonnés quand on a parlé, quand vous êtes étonnés à tout à l'heure. Donc, on a dit, c'est un travail qui se fait. En équipe. Dans les pays développés, ça se fait. On a discuté avec Wediko, ma fille, elle nous a dit ça. Que ça se fait chez eux. Oui, chaque jour, elles donnent les humeurs dans lesquelles elles sont en fait. Quand tu te lèves, il y a un tableau, tu écris, tu remplis, numérique. Tu dis, je suis comme ça aujourd'hui. Donc, l'entraîneur sait que telle joueuse n'est pas en forme aujourd'hui. Donc, comment utiliser la joueuse? Qu'est-ce qu'elle doit manger pour être à égal, pour équilibrer, parce qu'elle est down. Donc, qu'est-ce qu'elle doit manger? Pour remonter sa performance. Quel médicament elle doit prendre si elle a des règles douloureuses, par exemple, pour pouvoir jouer? Et puis, il faut faire attention aux médicaments pour éviter le dopage. Donc, tous ces éléments, vous voyez qu'on ne pense pas à cela, alors que la fille, elle vient, elle est menstruée, elle dit qu'elle est malade, elle ne joue pas. Je pense même que cette éducation, si on le fait à la fille dès la base, elle sait elle-même déjà se prendre en charge peut-être avant d'aller dans un club. Dans un club. Donc, c'est le travail que nous faisons au niveau de l'association. Parler de l'hygiène menstruelle, parler des VBG. Et la dernière fois, on était sur le terrain avec la compétition, la Coupe Jenna, qui est également une plateforme d'expression pour permettre à ces jeunes filles de s'essayer et au club d'essayer les jeunes filles qu'ils sont en train de former. Parce que souvent, la catégorie U20, des moins de 20 ans, n'a pas trop de compétition au plan local. Donc, nous, l'idée, c'est d'offrir cette plateforme d'expression à ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent montrer aux parents, au public que le foot est également féminin. Le foot égale féminin, le sport égale féminin, parce que les prochaines éditions vont intégrer d'autres sports également.
D'accord. Là, on a parlé de la jeune fille elle-même, on a parlé des encadreurs en termes sportifs. Je pense qu'un travail doit également être fait sur les parents, n'est-ce pas, Méchec? Oui, les parents, oui. Concernant les parents, ça va d'abord aller au niveau de la déconstruction en ce qui concerne les stéréotypes et les clichés qui entourent le football féminin, le sport pratiqué par les femmes et aussi les entraîneurs, les encadreurs, tels qu'elle l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Dans le monde du sport, les hommes dominent encore plus et c'est eux qui sont emmenés à travailler avec ces jeunes filles. Donc, s'ils n'ont pas toutes ces informations, ils ne vont pas forcément prendre en compte certains aspects et les résultats ne seront pas tels qu'on les espère. Parce que vous savez, quand un domaine est dominé durant longtemps par une catégorie de personnes, ce sont les réalités de ces personnes-là qu'on prend qui deviennent des données, des formations qu'on prend pour former d'autres personnes. Donc aujourd'hui, les hommes, peut-être par le passé, ils ont eu à travailler, à entraîner, à encadrer des jeunes garçons, des jeunes hommes. Donc ils n'ont pas forcément connaissance des questions des réalités que les femmes vivent quand elles sont en menstruation, des fluctuations hormonales et tout ça. Donc, il est important que ces personnes soient formées et également les jeunes filles. C'est l'occasion d'attirer l'attention des parents parce que c'est vrai, les sensibilisations sont faites par les acteurs de la société civile, mais il y a encore ce tabou par rapport à l'éducation, à la sexualité, la santé sexuelle et reproductive. Il y a encore peu de parents qui arrivent à parler de menstruation à leurs filles. Les menstruations sont d'une certaine manière diabolisées parce qu'on considère que le sang qui sort est impur. Et en ce qui concerne l'hygiène, qu'est-ce que je dois manger quand je suis en menstruation? Quel genre de serviette je dois utiliser quand je suis en menstruation? Ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. Vous allez constater que généralement, c'est lors des premiers saignements qu'on appelle la fille, on te met en garde avec les avertissements qui vont avec, c'est tout. Et puis après, les parents se contentent de s'assurer que la fille n'est pas enceinte. Maintenant, comment est-ce qu'elle arrive à vivre? Est-ce que le flux des menstruations a augmenté entre-temps? Comment est-ce qu'elle est en train de vivre les transformations de son corps, les acnés qui arrivent, qui envahissent le visage au moment des règles, au moment de l'ovulation, tout ça, on n'en parle pas. Donc, il est important que les parents puissent savoir que ce sont des sujets dont on a besoin. On ne doit pas taire, c'est très important. On ne doit pas se taire. Que ça soit avec une jeune fille qui aime le sport ou non, il faut en parler. Surtout que parfois, la pratique de discipline peut entraîner, je ne vais pas parler de déséquilibre, mais ça peut, je vais dire, des tâtonnements comme ça dans le cycle menstruel. Oui, ça agit. Ça agit. Donc, il est important que la fille soit d'abord bien informée, qu'elle connaisse son cycle menstruel. Parce qu'on a parlé des sensibilisations que nous faisons. On s'est rendu compte que l'information n'était pas... Elle ne savait même pas d'informations sur le cycle menstruel. Même sur les serviettes ou bien les protections. Les protections. Il y a des protections adaptées à la sportive. Voilà. Elle n'avait pas cette information. Or, si on a l'information sur son cycle menstruel, on connaît son corps, on sait comment son corps réagit, les effets des hormones sur nous. Et maintenant, quand on commence par pratiquer une discipline, nous-mêmes, on sait en quel moment est-ce qu'on est apte à travailler ou pas? Oui, alors, Michel, nous sommes à la fin de cette émission. En une phrase, que signifie pour toi être leader aujourd'hui, grâce au sport, on va dire? Oui, être leader, d'abord, c'est la capacité à... En une phrase. Permets-moi de parler... En une phrase, Michel. Mais tu m'empêches d'être leader sur ton plateau. Je vais aller vers Edwige alors. En une phrase aujourd'hui, être leader, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Être leader, c'est avoir confiance en sa personne, c'est être décontracté, être meilleur dans la discipline qu'on a choisie, être une jeune fille qui porte la voix des autres sur un terrain. D'accord. Merci donc à l'association Dila d'être passée nous parler du sport aujourd'hui qui peut être un vecteur de développement de soi, de dépassement de soi et surtout d'inclusion de la jeune fille. On va en rester là pour aujourd'hui. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour la bonne écoute. Votre contribution est essentielle si vous voulez permettre à la jeune fille de s'épanouir. Surtout grâce au sport. Nous comptons sur vous. On se retrouve mercredi pour un deuxième numéro de la balade matinale. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur. Avec Canal Box, la fibre à toute vitesse. Le prix de la meilleure joueuse de la
compétition, Alma Marie. Elle nous vient de Romario. Merci beaucoup, monsieur.